J'ai volé un char Tigre sous le nez de l'ennemi et risqué ma vie. Bonjour, je m'appelle Étienne Moreau, j'ai 32 ans. Avant la guerre, j'étais ingénieur mécanique à Lyon, passionné par les machines industrielles et les innovations techniques. En 1943, au cœur du chaos de la Seconde Guerre mondiale, je me suis retrouvé face à un choix qui allait bouleverser mon destin et peut-être celui de toute une armée. Tout a commencé dans le sud de la France, près de la petite ville de Sisteron, un secteur stratégique où l'armée allemande tenait encore des positions solides. En tant qu'officier du renseignement de la 1re division blindée française libre, ma mission était claire, observer, analyser, et surtout ne jamais approcher les engins ennemis abandonnés, souvent piégés pour tuer. Mais ce jour-là, tout allait basculer. Nous avions reçu des rapports d'un char lourd allemand abandonné sur une colline proche, un monstre de fer que les soldats appelaient « Tigre ». Un char dont la réputation glaciait le sang de nos camarades. Depuis des mois, nos experts tentaient de percer ses secrets, mais aucun n'avait jamais pu l'examiner de près. Ce char était une légende, une forteresse mobile que rien ne semblait pouvoir arrêter. Le vent chaud du midi soufflait sur la colline, emportant avec lui les sons lointains des combats qui faisaient rage. Sous un ciel d'un bleu éclatant, le char gisait là, fumant encore, figé dans un silence menaçant. Son moteur s'était arrêté, mais l'ombre qu'il projetait était immense. Le danger n'était pas seulement dans ses canons, mais dans ce que l'ennemi avait pu laisser derrière lui, des pièges mortels, prêts à exploser au moindre faux pas. Le temps pressait. Nos ordres étaient stricts, ne pas s'approcher, se replier dès que possible. Pourtant, je savais que cette opportunité ne se représenterait peut-être jamais. J'ai rassemblé mes hommes, 12 hommes d'élite, experts en déminage et en mécanique. Je leur ai parlé avec une conviction folle, nous allons capturer ce tigre et le ramener à nos lignes. Qui est avec moi? Leur regard mêlait peur et excitation. Ce que nous allions tenter était presque insensé. Mais dans cette folie, il y avait une lueur d'espoir, celle de changer la donne du combat, de comprendre enfin l'ennemi pour mieux le vaincre. Ce jour-là, sous le soleil implacable de Provence, notre destin s'est scellé autour de ce char abandonné, aussi fascinant que terrifiant. Le jour avançait lentement, et tandis que le soleil chauffait la terre sèche de la colline de Sisteron, je ressentais une tension électrique dans l'air. La lourde silhouette du tigre trônait toujours là, imposante et silencieuse, défiant notre prudence. Pourtant, chaque seconde qui passait rendait notre mission plus urgente. L'ennemi pouvait revenir, et nous n'avions aucune idée des pièges qu'il avait pu installer autour de sa forteresse d'acier. Je me souviens parfaitement de ce moment où j'ai réalisé que ce char n'était pas simplement une machine de guerre cassée. C'était une énigme, un défi technique que peu auraient osé relever. Avant la guerre, j'avais étudié le fonctionnement des moteurs, les mécanismes complexes des engins lourds, et j'avais toujours été fasciné par les innovations allemandes. Ce tigre représentait l'apogée de cette technologie, et sa capture pourrait changer le cours de la guerre. Malgré tout, les ordres du commandement restaient clairs, n'approchez pas, ne prenez pas de risques inutiles. Mais pour moi, c'était une question d'opportunité. Nous avions besoin d'informations précises, d'observations directes. Mes hommes savaient que l'opération serait dangereuse, mais ils avaient confiance en mes compétences. L'intelligence, à la guerre, ne se gagne pas en restant à distance. Alors, j'ai donné les premières consignes. Le sergent François Dubois, ancien démineur, fut chargé d'inspecter minutieusement les abords du char. Son regard scrutait chaque recoin, chaque ombre, à la recherche du moindre fil ou dispositif suspect. Il avançait avec précaution, ses mains expertes palpant les surfaces, ses doigts cherchant à déjouer les pièges invisibles. Son silence était pesant, et chaque minute semblait durer une éternité. Pendant ce temps, je rassemblais le reste de l'équipe, les préparant à intervenir rapidement si nécessaire. Je savais que dans cette mission, la moindre erreur pouvait coûter cher. Mais au fond de moi, une conviction grandissait, nous allions réussir. Ce char ne resterait pas un mystère. Il allait devenir la clé qui ouvrirait la porte à une nouvelle compréhension de la guerre blindée. Le temps filait, le souffle du vent s'estompa, et le sergent Dubois revint vers moi. Son visage était grave, marqué par la concentration. « Capitaine, je n'ai rien trouvé à l'extérieur. Pas de piège visible. Mais je ne peux rien garantir à l'intérieur. » Ces mots résonnaient dans ma tête. L'inconnu se cachait peut-être dans les entrailles de ce monstre de métal. Je pris une profonde inspiration, prêt à entrer dans l'antre du tigre, là où personne ne s'aventurait jamais sans une peur tenace au ventre. Ce moment allait sceller notre destin.
L'instant où j'ai décidé de pénétrer dans le char Tigre reste gravé dans ma mémoire comme un mélange d'audace et de prudence extrême. Le sergent Dubois venait de me confirmer qu'aucun piège évident n'avait été détecté à l'extérieur, mais l'intérieur pouvait cacher des surprises mortelles. Pourtant, je savais que si personne n'entrait, nous ne pourrions jamais comprendre la véritable nature de cette machine de guerre. Je me suis approché lentement de la tourelle, observant les contours massifs et rugueux du char. La peinture était écaillée par endroits, et des traces d'huile témoignaient de la récente activité du moteur. La trappe du commandant était entr'ouverte, une invitation à la fois terrifiante et fascinante. Je posai mes mains sur le métal froid, sentant la puissance brute qui émanait encore de ce colosse malgré son immobilité. Je scrutai attentivement la trappe, cherchant des indices de dispositifs piégés, fils tendus, mécanismes d'explosion cachés, ou tout autre signe révélateur. Rien. Le silence pesant autour de moi ne laissait entendre aucun bruit suspect. Je pris une profonde inspiration, conscient que chaque geste pouvait être décisif. Puis, lentement, j'ouvris la trappe complètement, prêt à affronter l'inconnu. L'intérieur du char était étroit, mais étonnamment spacieux comparé au char plus léger que j'avais connu. L'odeur était âcre, un mélange d'huile brûlée, de métal chauffé et d'une sueur ancienne qui semblait encore imprégner l'air. Je sentis la chaleur résiduelle du moteur, presque comme un souffle de vie qui persistait malgré la panne. Mon cœur battait fort, mais je restais concentré. J'examinais les commandes, les cadrans en allemand, les leviers aux formes complexes. Tout était étranger, mais familier à la fois, comme une langue que je devais déchiffrer rapidement. Je passais au peigne fin chaque recoin, cherchant des indices de pièges, de charges explosives ou de dispositifs de sabotage. Rien ne trahissait la présence d'un danger immédiat. Après de longues minutes, je me hissai hors de la tourelle, le souffle court mais soulagé. Je fis signe au sergent Dubois et à 2 autres hommes de me rejoindre pour une inspection plus approfondie. Ensemble, ils pénétrèrent dans le char, leurs regards scrutant chaque angle, chaque recoin. Ils prirent leur temps, conscients que la moindre erreur pourrait être fatale. Après une demi-heure d'examen méticuleux, ils confirmèrent ce que j'espérais, aucun piège ne semblait avoir été installé. Cette découverte fut un soulagement immense, mais elle ne rendait pas notre tâche plus facile. Le char était immobilisé, son moteur endommagé, et il nous fallait maintenant envisager une opération de récupération qui semblait presque impossible. Comment tracter un monstre de 56 tonnes avec notre matériel limité? Comment éviter l'ennemi qui rôdait dans les collines environnantes? Je savais que chaque minute comptait, que les forces allemandes allaient bientôt tenter de reprendre leur précieux Tigre, ou pire, de le détruire. Notre mission ne faisait que commencer, et déjà, l'ombre du danger s'allongeait sur nous. Mais j'étais déterminé. Ce char, cette forteresse de métal, allait devenir notre prise la plus audacieuse. Et rien ne pourrait m'arrêter. Le soleil atteignait son zénith quand nous avons compris que la vraie bataille ne faisait que commencer. Le char Tigre, bien que désactivé, restait un colosse figé, un géant de 56 tonnes que nous devions déplacer. Mais comment? Nos véhicules de récupération étaient conçus pour tracter des chars bien plus légers, et ici, nous faisions face à un mastodonte bien au-delà de nos capacités. Le sergent Dubois avait déjà passé un long moment à inspecter le moteur et le système de refroidissement. La cause de l'arrêt était claire, le système de refroidissement avait été endommagé lors d'un bombardement récent, ce qui avait forcé l'équipage allemand à abandonner le char avant qu'il ne surchauffe complètement. Mais le moteur lui-même, un Maybach impressionnant de puissance, semblait intact. J'ai alors pris une décision risquée, presque insensée à certains yeux, tenter de redémarrer le moteur. Cela signifiait mettre en marche un engin inconnu, dans des conditions extrêmes, sans aucune documentation, et sous la menace constante d'une contre-attaque allemande. Mais si nous réussissions, le char pourrait nous aider à avancer, réduisant la charge de nos véhicules de récupération fragiles. Nous avons commencé à préparer l'opération. Le lieutenant Pierre Lambert, un ami d'enfance et chef du peloton de récupération, avait réussi à mobiliser son véhicule spécialisé, un Schneider M32, réputé pour ses capacités de traction, mais pas pour un poids de cette envergure. Il est arrivé à notre position avec son équipe, l'air grave mais déterminé. Le moment était venu. Le sergent Dubois, avec ses mains expertes et une connaissance mécanique hors pair, s'est aventuré dans le compartiment moteur. Il a étudié les commandes, les étiquettes en allemand, les mécanismes complexes, jusqu'à identifier ce qu'il pensait être le démarreur inertiel si particulier à ce modèle. Le temps pressait, le danger se rapprochait. Les premières tentatives furent vaines. Le moteur tournait, mais ne s'emballait pas.
Le silence de la colline fut rompu par les bruits métalliques et les soupirs tendus de l'équipe. Puis, au troisième essai, un rugissement puissant et profond a déchiré l'air brûlant. Le Maybach s'est réveillé, vibrant sous nos pieds avec une force que je n'avais jamais entendue auparavant. C'était un moment presque irréel, comme si la bête dormante reprenait vie malgré la guerre qui grondait autour de nous. Le char vibrait, ses chenilles commençaient à bouger lentement, aidées par l'énergie du moteur. Le M32 s'est accroché de toutes ses forces, la lourde machine commençant à se déplacer, lentement d'abord, puis un peu plus rapidement. Pourtant, chaque instant était une course contre la montre. Le moteur surchauffait rapidement, le système de refroidissement endommagé menaçait de céder. Nous avions peut-être 10 minutes, peut-être moins, avant que le char ne rende l'âme pour de bon. Il fallait avancer vite, très vite. Alors que nous entamions notre lente progression vers nos lignes, le grondement lointain des canons ennemis se fit entendre. L'artillerie allemande avait repéré notre manœuvre audacieuse et ouvrait le feu pour tenter de stopper notre avancée. Chaque explosion faisait trembler la terre sous nos pieds, chaque éclat éclaboussait le char et notre véhicule de récupération. Mais nous ne pouvions pas reculer. Pas maintenant. Pas après avoir fait tant d'efforts. Le Tigre, ce géant de métal, avançait lentement, porté par notre détermination et la puissance brute de son moteur renaissant. Et moi, j'étais là, le cœur battant, prêt à affronter l'enfer pour ramener cette légende à la vie. L'air vibrait des détonations qui éclataient tout autour de nous tandis que nous progressions péniblement sur la piste poussiéreuse menant à nos lignes. Chaque explosion envoyait des gerbes de terre et de pierre, éclaboussant le métal massif du Tigre et le chenillard M32 qui traînait désespérément la lourde carcasse. Le moteur du char grondait toujours, mais la chaleur montait dangereusement, et je sentais que notre marge de manœuvre s'amenuisait à chaque seconde. Le lieutenant Lambert, au volant du M32, jurait entre ses dents, ses yeux rivés sur son tableau de bord qui vibrait sous la pression. Le chenillard n'avait pas été conçu pour ce genre de charge. Ses engrenages grinçaient sous l'effort, et j'avais peur qu'il ne lâche à tout moment. Pourtant, il ne faiblissait pas, pressant son équipe à maintenir la traction, malgré les risques. Les éclats d'obus se rapprochaient, et bientôt, des éclaireurs allemands apparurent à moins d'1 kilomètre, avançant prudemment, mais sûrement, pour tenter de reprendre leur précieux Tigre. Leurs silhouettes se découpaient sur les collines, armés de fusils et de mitrailleuses, prêts à tout pour empêcher notre fuite. La tension monta d'un cran. Nous n'étions plus seuls, et chaque instant pouvait devenir fatal. Je pris place dans la tourelle du char, étonnamment vaste et étrangement rassurante malgré l'odeur de métal brûlé et d'huile. Le canon de 88 mm était toujours chargé, un dernier vestige de la puissance allemande que nous pouvions désormais utiliser à notre avantage. Sans formation spécifique, je connaissais assez la mécanique des armes pour tenter un coup de maître. Je visais un bâtiment en pierre où se regroupaient les soldats ennemis. Le grondement du canon déchira l'air, envoyant un projectile d'une puissance terrifiante droit dans la cible. L'explosion souleva un nuage de poussière et de débris, dispersant les troupes et ralentissant leur avancée. J'enchaînais avec 3 autres tirs, chacun plus précis que le précédent, tournant le Tigre contre ses anciens maîtres. Ce spectacle étrange où un officier français utilisait un char allemand pour défendre ses camarades marquait un tournant inattendu dans cette bataille. Les soldats alliés qui nous accompagnaient ne purent retenir leur étonnement, mêlé à une admiration silencieuse. Ce char légendaire, que nous avions cru inaccessible, devenait notre arme, notre bouclier. Mais la victoire était encore loin d'être acquise. Le moteur du Tigre continuait de surchauffer, et le M32 montrait des signes évidents de fatigue mécanique. Nous avancions à un rythme d'escargot, chaque mètre gagné étant une victoire sur l'impossible. Le lieutenant Lambert me murmura, le visage tendu, « Capitaine, si le chenillard lâche, on est fichu. » Le poids de la responsabilité pesait lourd sur mes épaules. Chaque décision, chaque mouvement pouvait sceller notre sort. Pourtant, au milieu de ce chaos, une certitude m'animait, nous ne pouvions pas abandonner. Pas maintenant, pas après avoir réveillé ce géant de métal et goûté à la possibilité de la victoire. Alors que le soleil amorçait sa descente à l'horizon, nos pas métalliques traînaient lentement mais sûrement vers la liberté. Mais la véritable épreuve était encore à venir. Et je sentais que le destin réservait encore bien des surprises à notre audacieuse équipée. Assis dans la tourelle du Tigre, le regard fixé sur l'horizon qui s'assombrissait, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à tout ce qui venait de se passer. Cette opération, audacieuse jusqu'à la folie, avait mis nos vies en jeu à plus d'un titre. Pourtant, malgré les ordres formels de ne pas s'approcher du char, j'avais choisi de défier la discipline militaire. Était-ce de la témérité,
de la bravoure, ou simplement un instinct qui me poussait à saisir cette chance unique? Je repensais au visage tendu du lieutenant Lambert, à la détermination farouche du sergent Dubois, à la concentration de chacun de mes hommes. Tous avaient accepté de me suivre dans cette aventure risquée, peut-être parce qu'ils comprenaient, comme moi, que ce char représentait bien plus qu'un simple engin de guerre. Il incarnait un espoir, une source d'informations précieuses qui pouvait changer le cours du conflit. Cette machine imposante, aussi impressionnante qu'elle soit, n'était pas invincible. Nous avions découvert ses faiblesses, ses fragilités techniques, encore cachées sous une armure épaisse. Ce char, symbole de la puissance allemande, pouvait être déjoué, maîtrisé, et surtout étudié pour mieux le combattre. Ce savoir était notre arme la plus précieuse. Mais la réalité nous rattrapait cruellement. Le moteur surchauffait, le chenillard peinait à tracter la charge, et l'ennemi ne cessait de se rapprocher. Chaque explosion qui retentissait autour de nous faisait vibrer le métal du Tigre, rappelant que notre temps était compté. Je me demandais, en mon fort intérieur, comment cette situation aurait pu être évitée, ou du moins mieux préparée. Peut-être aurions-nous dû attendre plus de renforts, organiser une récupération plus discrète et méthodique. Mais dans le chaos de la bataille, l'opportunité ne se présente pas deux fois. Le courage, l'audace, et parfois la désobéissance calculée sont les seules armes pour saisir ce qui semble impossible. Je songeais aussi aux conséquences. Si nous échouions, ce serait une déroute totale, une perte irréparable pour notre unité et un coup dur pour notre morale. Mais si nous réussissions, le prix à payer serait insignifiant face aux bénéfices stratégiques. Ce char pouvait fournir des renseignements techniques inestimables, capables de sauver des vies et d'orienter nos tactiques futures. Alors que je scrutais les collines, où l'ennemi se préparait à lancer une nouvelle offensive, je sentis un mélange étrange d'excitation et de crainte. Nous étions au bord du précipice, suspendus à un fil fragile qui séparait la victoire de la défaite. Mais j'étais convaincu que chaque risque pris ce jour-là avait une raison d'être. Cette opération resterait gravée dans notre mémoire collective, non seulement comme un exploit militaire, mais comme un témoignage de la détermination humaine face à l'adversité. J'espérais juste que le destin nous laisserait aller jusqu'au bout. Car ce qui allait suivre allait dépasser tout ce que nous avions imaginé. Et personne ne pouvait prévoir l'ampleur de ce qui nous attendait au tournant. Alors que la nuit commençait à tomber sur la colline de Sisteron, un silence lourd et inquiétant s'abattit soudainement sur notre position. Les tirs d'artillerie ennemis s'étaient brusquement tus, et même les soldats allemands semblaient avoir disparu dans l'ombre qui enveloppait le champ de bataille. Ce calme soudain, loin d'être rassurant, annonçait souvent l'orage. Je me tenais dans la tourelle du Tigre, le regard fixé sur les lointains, quand un bruit sourd retentit derrière nous, un mouvement rapide, furtif, presque imperceptible. Quelque chose ou quelqu'un venait de s'approcher sans que nous l'ayons remarqué. Mon cœur s'accéléra. Était-ce une reconnaissance ennemie? Un piège supplémentaire? Ou pire encore, un traître parmi nous? Je fis signe à mes hommes de se préparer au combat rapproché, les muscles tendus, les nerfs à vif. Le sergent Dubois brandissait son fusil, prêt à défendre notre position coûte que coûte. Mais ce que nous découvrîmes dépassa toutes nos attentes. Dans l'obscurité, une silhouette apparut, enveloppée d'un manteau sombre, avançant avec précaution mais détermination. À ma grande surprise, ce n'était pas un ennemi, mais un homme de notre camp, un éclaireur envoyé en renfort, portant un message urgent. Il nous informa qu'une contre-attaque allemande massive était imminente, bien plus importante que tout ce que nous avions anticipé. Des dizaines de soldats, appuyés par des blindés, convergeraient vers notre position dans les heures qui venaient. Mais ce n'était pas tout. L'éclaireur révéla également que certains de nos propres hommes, effrayés par l'ampleur de la mission, avaient envisagé de saboter notre opération en abandonnant le Tigre, voire en le détruisant pour éviter qu'il ne tombe entre les mains ennemies. Une trahison qui aurait pu tout faire échouer. Cette révélation me laissa sans voix. Comment, au milieu de l'épreuve, certains pouvaient-ils douter, trahir, ou céder à la peur? Mais je compris aussi que la pression, la fatigue, et l'angoisse pouvaient pousser les hommes à des actes désespérés. Notre mission devenait non seulement une lutte contre l'ennemi, mais aussi contre nos propres failles humaines. Je rassemblai mes hommes, partageant cette nouvelle avec eux, cherchant à rallumer la flamme de la détermination. Nous étions désormais seuls face à une tempête qui allait tout emporter. Le Tigre, symbole de notre audace et de notre espoir, devait être sauvé à tout prix. Alors que les premières lueurs de l'aube pointaient à l'horizon, un grondement lointain se fit entendre, annonçant l'arrivée imminente de l'ennemi.
Mais ce qui suivit allait bouleverser le cours des événements d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Et le véritable combat, celui de l'esprit et du courage, ne faisait que commencer. L'aube peinait à percer l'obscurité lorsque les premières silhouettes ennemies apparurent à l'orée de la vallée. Une colonne de soldats allemands, renforcés par des blindés légers, avançait méthodiquement, déterminés à reprendre le Tigre qui nous échappait. Leur progression silencieuse contrastait avec la frénésie qui agitait nos rangs. Le poids de la mission, de la fatigue et de l'angoisse se faisait sentir dans chaque regard, chaque geste. Mais alors que la tension atteignait son paroxysme, un cri retentit depuis l'arrière de notre position. Je me retournai brusquement pour voir l'un de nos éclaireurs s'effondrer, une balle dans la poitrine. Le chaos éclata aussitôt. L'ennemi avait infiltré nos lignes, et une lutte féroce s'engagea dans le silence matinal. Au milieu de cette tourmente, une silhouette se détacha du combat. C'était le lieutenant Lambert. Son visage, habituellement impassible, était marqué par une détermination farouche. Il ordonna à ses hommes de sécuriser rapidement le chenillard M32, car sans lui, notre retraite serait impossible. Mais alors que nous nous préparions à une défense désespérée, un coup de tonnerre éclata, le moteur du Tigre s'arrêta brusquement. Le souffle puissant s'était éteint, laissant le monstre de métal immobile, vulnérable au milieu du champ de bataille. Un silence lourd s'abattit, suivi d'un murmure d'incrédulité parmi mes hommes. Le lieutenant Lambert, le visage blême, s'approcha de moi. « Capitaine, le système de refroidissement a lâché. On ne tiendra pas longtemps sans surchauffer. » La réalité nous frappait de plein fouet. Notre espoir de remonter le Tigre jusqu'à nos lignes s'effondrait. Mais c'est alors que survint l'impensable. Dans la confusion, le sergent Dubois, que je croyais à nos côtés, disparut mystérieusement. Personne ne l'avait vu partir ni où il était allé. Un sentiment de trahison glaciale m'envahit. Était-il tombé au combat? Ou pire, avait-il saboté notre mission? Cette disparition soudaine jeta une ombre menaçante sur notre équipe. La tension monta d'un cran, la méfiance s'insinua entre nous. Pourtant, le temps pressait. L'ennemi n'attendrait pas. Il fallait agir, vite, avant que tout ne bascule. Alors que les premiers coups de feu résonnaient à nouveau, je pris une décision lourde de conséquences, abandonner temporairement le Tigre pour organiser une contre-attaque, reprendre le contrôle de la situation, et retrouver Dubois. Mais ce choix allait nous entraîner dans un engrenage dont personne ne sortirait indemne. Car dans l'ombre, un secret bien plus profond se cachait, prêt à éclater au grand jour. Le fracas des armes et le grondement des moteurs ennemis emplissaient l'air tandis que nous nous préparions à cette contre-attaque désespérée. Le Tigre, silencieux et immobile, semblait comme abandonné à son sort, un géant endormi au milieu du chaos. Mais ce qui se jouait autour de lui dépassait largement l'aspect matériel, c'était une bataille d'âme, une lutte acharnée pour reprendre le contrôle d'un destin qui menaçait de nous échapper. Alors que je rassemblais mes hommes, le poids de la responsabilité écrasait mes épaules. Chaque regard croisé reflétait la peur, la fatigue, mais aussi une détermination farouche. Nous étions engagés dans une course contre la montre, où chaque seconde pouvait être la dernière. Le sergent Jean Morel, fidèle et solide, murmura à mes côtés, « Capitaine, on est au bord du précipice, mais on ne peut pas reculer maintenant. » Le combat éclata avec une violence inouïe. Les tirs fusaient, les explosions secouaient le sol, et les cris des blessés résonnaient dans l'air chargé de fumée. Au milieu de cette tempête, une terrible vérité s'imposa, le sergent Dubois n'était pas simplement disparu, il avait trahi. Une trahison aussi brutale que dévastatrice, qui avait failli coûter la vie à tous ceux qui nous faisaient confiance. Je me souviens du moment où, dans un éclair de lucidité et de rage mêlée, j'ai découvert les preuves de sa duplicité, des documents cachés, des communications secrètes avec l'ennemi, et surtout, la preuve qu'il avait tenté de saboter le moteur du Tigre, condamnant notre espoir de fuite. Cette trahison fit exploser la tension au sein de notre groupe, fragilisant nos liens et mettant en péril notre survie. Pourtant, au cœur de cette tourmente, nous avons puisé une force insoupçonnée. La rage de la trahison s'est transformée en une détermination farouche à sauver ce qui pouvait l'être, à défendre notre honneur et à achever la mission. Nous avons repoussé l'ennemi avec une vigueur décuplée, chaque homme donnant tout ce qu'il avait, défiant la mort elle-même. Le Tigre, immobile et menaçant, devenait le symbole de notre lutte acharnée, un monument à notre courage face à l'adversité. La bataille atteignait son paroxysme, la tension était palpable, et pourtant, une lueur d'espoir brillait encore dans les yeux de mes hommes. C'était un moment d'une intensité extrême, où chaque décision pouvait basculer la balance entre la vie et la mort, entre la victoire et la défaite.
Nous étions au bord du gouffre, mais la tempête n'était pas encore passée. Et ce que nous allions découvrir ensuite allait surpasser toutes nos attentes. Le tumulte de la bataille s'éteignait peu à peu, laissant place à un silence lourd de conséquences. Autour de nous, le champ de bataille portait les cicatrices d'un affrontement titanesque, carcasses calcinées, cadavres figés dans des postures de lutte, et ce char tigre, majestueux et menaçant, trônant comme un monument de guerre au milieu des décombres. Nous avions tenu bon, mais à quel prix? La trahison du sergent Dubois avait laissé une cicatrice profonde dans notre groupe, un rappel cruel que la guerre ne se gagne pas seulement face à l'ennemi, mais aussi contre les ombres qui se cachent parfois parmi nous. Pourtant, malgré les blessures, physiques et morales, nous avions réussi l'impossible, capturer et ramener ce monstre de métal à nos lignes. Alors que le soleil déclinait derrière les montagnes de la Provence, le colonel Renaud vint personnellement me féliciter. Son regard était à la fois grave et admiratif. « Étienne, tu as fait preuve d'un courage et d'une détermination qui resteront gravés dans l'histoire de notre armée. Mais sois conscient que ce que nous avons accompli ici dépasse le simple exploit militaire. » Le Tigre fut rapidement transporté vers un centre de recherche à l'arrière, où des ingénieurs et des experts commencèrent à l'étudier minutieusement. Les informations recueillies allaient révolutionner notre compréhension des blindés allemands, influençant nos stratégies et nos technologies pour les années à venir. Ce char, jadis symbole d'une puissance redoutable, devenait désormais un outil clé pour notre victoire future. Mais au-delà de la technique et de la stratégie, cette aventure avait laissé une marque indélébile dans mon âme. J'avais vu mes hommes lutter, tomber, trahir, mais aussi se relever avec une force incroyable. J'avais compris que la guerre était une épreuve de volonté, d'intelligence, et surtout d'humanité. Alors que la nuit tombait sur Sisteron, je me tenais près du Tigre, contemplant cette machine fascinante, vestige d'un passé douloureux. Un poids immense reposait sur mes épaules, mais aussi une fierté profonde. Nous avions volé à l'ennemi son arme la plus redoutable, et dans ce geste téméraire, nous avions changé le cours de l'histoire. Pourtant, une question restait suspendue dans l'air, aussi lourde que le métal froid du char. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour gagner la guerre? Et quelles autres ombres, plus sombres encore, se cachaient dans les replis du destin? L'histoire ne faisait que commencer. Et les réponses, je le savais, se trouvaient encore quelque part dans l'ombre, attendant d'être révélées.